Bonsoir les amis, les abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va plus ou moins bien. Ma chute de hier, gentiment, je me suis quand même bien fait mal. Également la hanche m'a fait aussi mal. La douleur est venue un peu plus tard. Et c'est pour ça que je crois que je voulais pas citer dans la vidéo partie 1 sur les tireurs d'élite. Voilà, donc pour ce soir, c'est la partie 2. Et comme vous le savez, il y aura à la clé une interview d'un tireur d'élite de la brigade de mon canton. Par contre, c'est une personne que je connais, mais je devrais la vous voyez. Le sergent impose ceci. Bon, je vous préciserai plus tard. Voilà. Je vous propose qu'on continue direct. Donc, j'avais commencé les tireurs d'élite en France, la BRI. Donc, l'organisation. Les BRI disposent de moyens matériels et humains en rapport avec les missions délicates qui leur sont dévolues. Véhicules rapides, véhicules blindés, matériel de surveillance électronique, moyens d'enregistrement vidéo discrets, tenues d'intervention et armements spécifiques. À la différence du RAID, les policiers des BRI travaillent principalement en civil et n'interviennent que rarement cagoulés ou en uniforme. Ils interviennent cagoulés principalement lors d'interpellations au domicile des malfaiteurs afin de protéger leur anonymat. À la suite du braquage de la bijouterie Cartier sur les Champs-Élysées en 2014, la BRI-PP a mis en place le concept de force d'intervention rapide ou FIR. En journée, un groupe reste équipé en permanence et peut être projeté immédiatement en moto, en voiture ou en bateau avec la brigade fluviale. La nuit et le week-end, une équipe emporte chez elle l'équipement lourd pour pouvoir partir à son domicile déjà équipé. Les attentats terroristes de 2015 et notamment ceux de janvier et du 13 novembre mettent en lumière la nécessité de renforcer les unités d'intervention et d'adapter leur action à l'évolution de l'action terroriste vers les tueries de masse. Ces changements, entérinés par l'adoption du schéma national d'intervention des forces de sécurité, se traduisent notamment par le renforcement de la BRI-PP dans son rôle d'unité d'intervention spécialisée, brigade anti-commando. Augmentation des effectifs qui sont portés de 50 à 100 hommes afin de pouvoir continuer à assurer les deux missions prioritaires, police judiciaire et intervention, dans le contexte de menaces terroristes aggravées. En fait, là, c'est comme en Suisse. Renforcement de la formation et des entraînements. Complément de la dotation en équipement de protection et en armes. Évolution de l'organisation de la force d'intervention rapide (FIR) et des équipes d'alerte, intégration des piégeurs d'assaut artificiers du laboratoire central de la préfecture de police. L'équipement et l'entraînement des BRI nationales et de province pour le rôle d'intervention intermédiaire. Dotation en équipement et armement, formation et entraînement. Armement. Les fonctionnaires de la BRI ont à leur disposition une large gamme d'armements parmi lesquels armes de poing, pistolets, calibre 9 x 19 mm Parabellum. Chaque membre dispose d'un Glock 17 et Glock 26. Ils ont également la possibilité de s'équiper du Glock 18 ou du Glock 19. Excusez-moi pour les termes, je ne m'y connais rien en armes. Pistolet mitrailleur, calibre 9 x 19 mm Parabellum. Éclair et corps MP5, éclair et corps MP5K. Fusil d'assaut, calibre 5,56 x 45 mm
OTAN, OTAN. Éclair et corps 53, Éclair et corps G36, SIG 551, HKG3, FN, SCARL, -L, Éclair et corps HK416. Fusil à pompe ou assimilé, Beretta M3P, Remington M870 Police, Benelli M3, Super 90, Franchi SPAS 12, Franchi SPAS 15, Valtro PM-5, /PM-5-350, Molo Verpr 12, Keltec KSG, mitrailleuse légère, Rheinmetall MG3, FN Minimi, fusil de précision, Éclair et corps HK 417, FN SCAR-H, Éclair et corps PSG1, PGM Ultima Ratio, PGM E4-2, Blazer Airman 3 Tactical. Arme non létale. Désolé, je ne sais pas ce que c'est qu'une arme non létale. Je vous laisserai chercher sur internet ou peut-être sûrement d'autres personnes le savent. Taser XN6, LBD Brugger et Tomei 40x46 Flashball. Grenade aveuglante, offensive, éclairante, fumigène. Ainsi que divers violents explosifs. La liste serait trop longue pour tous vous les citer. Ensemble des BRI. Les tests de sélection pour les BRI ont lieu généralement une fois par an et sont ouverts aux fonctionnaires de la police nationale appartenant soit au corps des gradés et gardiens de la paix, soit au corps des officiers de police. Après une sélection sur dossier et une consultation médicale d'aptitude, les fonctionnaires font d'abord l'objet d'une présélection au cours de laquelle ils sont évalués sur leur capacité physique et leur aptitude au tir opérationnel. Les candidats reçus à l'issue des présélections sont ensuite évalués au cours d'une batterie de tests professionnels, articulés autour de plusieurs ateliers, exercices de filature et surveillance, tir de discernement, progression en milieu hostile, interpellation d'individus dangereux, etc. Au cours de cette période de sélection, les candidats sont également soumis à des tests psychologiques et des entretiens avec les psychologues de l'administration. À l'issue de ces différentes évaluations, le candidat est déclaré apte ou inapte à l'emploi au sein des brigades de recherche et d'intervention. S'il est déclaré apte, le candidat habilité intègre alors un vivier national pour une période de 3 ans. BRI-PP. La BRI-PP, de par sa double compétence en intervention et en police judiciaire, recrute ses personnels avec un processus de sélection différent, alliant épreuves physiques et de discernement sur une semaine, complété par un stage d'immersion de 3 semaines au sein des groupes opérationnels. Historique. Intervention notoire. Depuis leur création, les BRI se sont illustrés dans la lutte contre le grand banditisme, dans la libération d'otages ou de l'intervention à l'occasion d'attentats. Lutte contre le grand banditisme. Libération en août 1977 du banquier parisien Bernard Mallet par la BRI-PP, enlevé dans le bois de Boulogne et détenu dans la soute à charbon de pavillon du Plessis
Robinson. Neutralisation du malfaiteur Jacques Messrine dans sa voiture par la BRI-PP le 2 novembre 1979. Porte de Clignancourt, dans le 18e arrondissement de Paris. Le malfaiteur est abattu, sa compagne est blessée. Intervention du 14 janvier 1986. Alors que des malfaiteurs grimés et armés appartenant au gang des Postiches attaquent une agence du Crédit Lyonnais, rue Docteur Blanche à Paris 16e. Au cours de l'intervention conjointe de la BRI et de la BRB, une fusillade éclate entre policiers et malfaiteurs. L'inspecteur de la police de la BRI, Jean Vrens, est tué. Un malfaiteur est abattu. Un autre interpellé. Interpellation le 23 juin 2000 de 4 malfaiteurs après l'attaque d'un fourgon blindé. Les malfaiteurs ouvrent le feu et les policiers ripostent. Un des malfaiteurs est abattu et 2 autres blessés. Interpellation le 25 novembre 2014 à Paris de 2 braqueurs dans un magasin du 4e arrondissement de Paris suite à une prise d'otage commise après l'attaque d'une bijouterie sur les Champs-Élysées. Interpellation le 27 novembre 2014 de l'un des derniers parrains du milieu corse, Jean-Luc Germany, entre Puteaux et Paris. Interpellation le 3 octobre 2018 du braqueur multirécidiviste Redouane Faïd à Creil, 3 mois après s'être évadé de la prison de Réau, Seine-et-Marne par hélicoptère. Contre-terrorisme. Interpellation par la BRI-PP en décembre 2004 de 4 individus suspectés d'avoir dynamité le centre France Télécom et EDF de Melun. Je pense que ça se prononce comme ça, désolé. Des armes de guerre, des explosifs et plusieurs véhicules volés sont découverts à cette occasion. Traque et assaut à la suite des attentats terroristes de janvier 2015 à Paris et en Île-de-France, le lendemain de l'attaque qui a visé le journal satirique Charlie Hebdo, qui a fait 12 morts, la BRI-PP a été déployée le matin à Montrouge après la fusillade d'Amédi Koulibaly, qui a tué une policière municipale. Quelques heures plus tard, la traque des terroristes s'intensifie dans l'Aisne, où une opération commune avec le RAID et la BRI-PP, qui appartiennent à la force d'intervention de la police nationale, ainsi qu'avec le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN, a lieu. Le vendredi 9 janvier, ce dernier se positionne auprès d'une imprimerie de Dammartin en Gouelle, où les frères Kouachi, terroristes qui ont mené l'attaque contre Charlie Hebdo, sont retranchés. À 13h, une prise d'otage intervient à Paris, avenue de la Porte de Vincennes, dans un magasin de l'ancienne Hypercacher. La BRI-PP est la première unité d'intervention à arriver sur place, suivie du RAID. Aux alentours de 17h, un assaut quasi simultané a lieu à Dammartin et à Paris, ce qui en constitue la première opération contre-terroriste simultanée menée sur le territoire national. À l'issue de ces assauts, les terroristes sont tous tués et la plupart des otages libérés. Néanmoins, 3 otages ont été abattus dans l'entrée du terroriste par Amédi Koulibaly dans l'épicerie et un autre tentant de s'emparer d'une des armes du terroriste a été tué d'une balle dans la tête. C'est l'horreur, hein. Je me souviens bien de tout ça. 3 hommes du RAID et un de la BRI-PP sont blessés. Cette opération ultra médiatisée est une réussite pour ces unités.
En reconnaissance des opérations du mois de janvier 2015, la BRI défile le 14 juillet 2015 à l'occasion de la fête nationale aux côtés du RAID et du GIGN. Intervention de la BRI-PP renforcée par le RAID lors des attentats du 13 novembre 2015 en France et notamment de l'assaut du Bataclan. Intervention de la BRI-PP en support du RAID lors de l'opération policière du 18 novembre 2015 à Saint-Denis. Intervention de la BRI de Rouen lors de l'attentat de l'église de Saint-Étienne du Rouvray qui a conduit à la mort du père Jacques Hamel. Les terroristes tentent une sortie et sont abattus par les opérateurs de la BRI. En général, ils ne discutent pas, hein, ils les tuent. Parce que les terroristes, en général, ils restent terroristes, le but c'est de tuer. Interpellation par des effectifs des BRI de Lille et de Rouen de l'auteur présumé de l'attaque contre des militaires de Levallois-Perret sur l'autoroute A16 au niveau de la commune de Leulingenbern. L'intervention des policiers de la BRI a lieu dans l'après-midi qui suit l'attaque. Un des fonctionnaires a été blessé, ainsi que l'assaillant, mais leur jour n'était pas mis en danger. Patron de la BRI-PP, François Lemouel. Section de recherche et d'intervention jusqu'en 1967, puis BRI. Jean Sautereau, Marcel Leclerc, Robert Broussard, René-Georges Quéry, Claude Cancès, Pierre Cavin, Jean-Marc Bloch, Yves Jobic, Jean-Jacques Herlem, Christian Flèche, Pascal Carreau, Michel Feury, Christophe Molmy. Ils sont tous décédés, sauf le dernier, Christophe Molmy, jamais. Pertes humaines. 3 policiers de la BRI ont perdu la vie en service commandé depuis la création de l'unité. Roland Link, décédé le 3 décembre 1980. Jean Vrenz, le 14 janvier 1986. Gérard Marlet, le 17 juin 1986. Dans la culture populaire, film. Bernard Borderie, Brigade anti-gang, année 1966. Olivier Marchal, 36 quai des Orfèvres, année 2004. Jean-François Richet, Mesrine, année 2008. Il y en a 2 que j'ai lus sur les 3 que j'ai cités. Benjamin Roger, Anti-gang, année 2015. Olivier Marchal, Bronx, année 2020. Là, c'est le dernier. Me titille, je vais sûrement les regarder. C'est terminé pour les unités d'élite de France. L'unité d'élite de France. Maintenant, je passe à l'unité d'élite des USA États-Unis qui s'appelle le SWAT. Une unité spécialisée existante dans les principes police aux États-Unis, le SWAT, acronyme de Special Weapon and Tactics, en français armes et tactiques spéciales, est capable de mener des opérations à haut risque avec un armement et des tactiques adaptées. Son nom à l'origine était Special Weapon Attack Tactics. Le SWAT du Los Angeles Police Department, LAPD, est envoyé sur un braquage de banque, mais l'opération tourne mal. Brian Gamble et Jim Street, partenaires, sont sanctionnés par leur capitaine. Street est envoyé à l'armurerie et Gamble quitte la police. Cette scène a été fortement inspirée par l'affaire du North Hollywood Shootout qui vit en 1997 à Los Angeles. 2 criminels fortement armés et portant des gilets pare-balles ont résisté à 200 tirs de policiers et membres du SWAT pendant 44 minutes. Vous imaginez? C'est incroyable.
6 mois plus tard, le sergent Dan Hondo, un vétéran du SWAT, est chargé de composer une équipe. À l'armurerie, il remarque immédiatement Street. Il le recrute, ainsi que 4 autres policiers. Dake, un jeune afro-américain, père de famille, Sanché, une combative jeune femme qui s'illustre notamment en arrêtant un malfrat bien plus costaud qu'elle, ainsi que McCabe et Boxer, 2 agents du SWAT qui sont en rivalité avec Street depuis longtemps. C'est alors qu'entre en scène un criminel mondialement recherché, Alex Montel, chef d'un empire financier illégal de centaines de millions de dollars. Il est arrêté pour un simple feu arrière brûlé sur sa voiture. Alors qu'il était transféré vers une prison fédérale, il est libéré par ses hommes de main. Au même moment, l'équipe de Hondo arrive et le maîtrise. La police ayant compris à qui elle avait affaire, C'est pas très bien, ça s'est collé. La police ayant compris à qui elle avait affaire. Montel est donc réembarqué vers le pénitencier. À la foule de caméras et de journalistes, il hurle qu'il offrira 100 millions de dollars à celui qui le sortira de prison. C'est un peu facile, hein? L'équipe d'Hondo est chargée de l'escorte de Montel, alors que la police met en place une diversion qui se solde par un sanglant affrontement avec des gangsters venus délivrer Montel. Hondo et son équipe se tiennent prêts à faire embarquer le prisonnier à bord d'un hélicoptère du LAPD, Los Angeles Police Department. C'est jamais, hein. Mais l'hélicoptère est abattu par un tireur d'élite qui lui tire une balle de 12,7 mm dans le rotor. Devant cet incident, le SWAT fait alors embarquer à la nuit tombée Montel dans 2 4x4 banalisés escortés par un hélicoptère. Hondo, Street, Boxer, TJ, Dake et Sanché sont répartis dans les 2 véhicules se dirigeant vers la sortie de la ville. Soudain, le 4x4 transportant Montel stoppe net. TJ dit laisser traverser un piéton, mais il dégaine soudain son pistolet et met en joue Street et Boxer. Une détonation retentit et Boxer s'écroule. Gamble, l'ancien partenaire de Street, et un autre complice viennent délivrer Montel pour la fabuleuse récompense. Il s'enfuit dans le métro. Le sergent Hondo, Dake et Sanché arrivent sur les lieux. Sanché demande une ambulance pour Boxer qui est blessé au sol, inconscient. Street et Hondo se lancent à la poursuite des malfaiteurs pendant que Sanché et Dake foncent à la station de métro suivante. Mais le train n'arrivant pas, l'unité décide de se déployer dans le tunnel à la poursuite de Campbell, TJ et leurs acolytes. Incroyable tout ça. Voilà, c'est pas très loin, c'est en tout fini pour les USA. Ils ne mettent pas trop de choses, ils sont très discrets aux États-Unis. Après une course-poursuite mouvementée dans les tunnels, Gamble et sa bande embarquent dans 2 4x4 et foncent vers un pont fermé par des complices et où doit se poser un jet détourné par d'autres malfrats. L'unité rejoint juste à temps le site et détruit le train d'atterrissage de l'appareil, l'empêchant de décoller. Après une fusillade où Sanché est touché, mais protégé par son gilet pare-balles, et Montel capturé, TJ se suicide. Voilà. Et Street se lance à la poursuite de Campbell. Le face-à-face a lieu à bord du chemin de fer, et Campbell se fait tuer par un train qui le décapite après que Street l'ait fait tomber sur la voie.
le SWAT finit son travail en escortant Mantel jusqu'à la prison. Bah dis donc, sacrée expédition, hein, pour deux malfrats si tarés, excusez-moi. On pourrait qu'il y en a un qui s'est suicidé pour se dire la mission elle est foutue, moi je me tue. Vous imaginez, c'est comme ça que je le comprends. Le film se termine... Ah, c'est un film. Le film se termine sur la vision de l'équipe rentrant à la caserne lorsqu'un appel à l'intervention leur parvient à la radio. Hondo affirme que le travail est fini depuis 12 heures. Strick rétorque. Et alors? Hondo se redresse et lance. Eh bien, allons donc. Et c'est reparti. C'est un film? Je vous ai pas dit que c'était un film? Bon, ben, en gros, vous savez ce que c'est le SWAT, c'est la même chose qu'en Suisse, en France. Mais je vois pas où c'est que c'est marqué que c'est un film, ce que je viens de vous lire. Que c'est pas la réalité. Que c'est repris de la réalité. C'est spécial. Ouais, ils ne le disent pas. Ils expliquent ce que c'est le SWAT en anglais. Alors écoutez, je sais pas. Après une course pour le film se termine sur la vision. Le film, peut-être qu'ils entendent le film, le bordel qu'il y a eu. Ou si c'est réel, je sais pas. Écoutez, j'irai me renseigner et dans la prochaine vidéo que je vais vous faire, au sujet de la semaine prochaine, bien écoutez, je vous dirai si c'est vraiment arrivé puis qu'ils ont refait un film sur une histoire vraie ou s'ils appellent le film se termine parce qu'à aucun moment que ça fait là. Donc voilà, bon, ben, au moins vous aurez eu, même si c'est un film, une image de comment le SWAT procède. Voilà. Ben, maintenant j'arrive à l'interview avec une personne qui travaille à la police judiciaire et tireur d'élite de Delémont, canton du Jura en Suisse, qui s'appelle Pascal. Le nom de famille, j'ose pas le dire. Malheureusement, elle n'a pas pu venir devant la caméra aujourd'hui, mais je l'ai interviewé cet après-midi. Et puis, ben, tout se trouve dans mon attel. En se faisant des vocaux, j'ai posé la question et il me répondait. Je vous lis. Interview à un tireur d'élite suisse, chef de ses hommes. Ce tireur se prénomme Pascal. Pour une question de confidentialité et de secret professionnel, je n'ose pas donner son nom de famille. Malheureusement, il n'a pas pu être présent avec une cagoule à côté de moi, car il était retenu pour le travail. Vous entendrez donc ses réponses lorsque je mettrai play à l'enregistrement de l'interview. Donc je vous cache pas que c'est un ami, mais son sergent a dit que l'on devait se vouvoyer pour cette interview. Je parle aussi en étant enregistré afin que cela soit égal par rapport à lui qui est absent et qui ne peut pas parler en live, en direct. Donc moi je suis aussi enregistré, vous entendrez que je poserai mes questions. Donc voilà. Donc je vais prendre mon attel. Et après, ensuite l'exposé sera terminé. Je vais juste chercher l'agenda pour les 2 prochains sujets que je vous ai pas dit. Mon attel. Mon agenda, pardon.
À part chuter comme hier, hein. Voilà. Bah, je profite de boire un coup. Et puis ben je mets play. Vous verrez, c'est très intéressant. Très très intéressant. Alors. Alors, une arme, j'avais quand même noté. Une arme létale, également appelée sublétale ou incapacitante, est une arme conçue pour que la cible ne soit pas tuée ou blessée lourdement. Ce type d'arme est principalement utilisé pour le maintien de l'ordre, dans la dispersion des meutes et d'autodéfense. Voilà. Je me souviens plus que j'avais noté. Donc, ça risque peut-être que je me trompe et puis que je mette peut-être, quand il se présente, que je mette d'abord lui avant moi, donc je recommence et je remets au début, hein, pas comme vous vouliez, voilà. Vous m'adorez, donc. Et merci pour l'abonné en plus qui s'est abonné à moi. J'ai un abonné de plus et je le remercie du fond du cœur. C'est vraiment gentil de sa part. Vraiment, vraiment gentil de sa part. Très, très, très gentil. Alors. Là. Alors voilà. D'abord c'est moi. Voilà. J'espère que je ne me trompe pas. Alors voilà, bonjour Pascal. Je suis là pour faire l'interview. J'espère que vous allez bien et puis que je me réjouis de vous poser les petites questions. Donc voilà, je vous laisse vous présenter. Donc au plaisir de vous poser les questions et d'entendre vos réponses. Donc c'est pour mon exposé YouTube sur les tireurs d'élite. Voilà, je vous laisse la parole Pascal. Merci. Donc je vous cache pas que ça fait bizarre de devoir vous voyer un super ami. Bon, enfin c'est comme ça. Alors oui, bonjour Sandrine. Oui, je vais très bien, merci beaucoup. J'espère qu'il en va de même pour vous. Apparemment, oui, vous l'avez dit. Donc oui, j'ai très hâte d'écouter vos petites questions et d'y répondre. Alors franchement, j'ai très hâte de répondre à cette interview. Donc je me présente, je m'appelle Pascal F de la brigade police judiciaire et tireur d'élite de Léman au canton du Jura en Suisse. Et puis je suis là aujourd'hui, malheureusement seulement par messages vocaux WhatsApp que j'envoie à Sandrine et qu'elle me renvoie en retour. Et elle a décidé elle-même de poser des questions par WhatsApp pour faire comme moi, pour que ça soit égal. Voilà. Je crois qu'elle vous l'a cité dans l'exposé. Qu'elle va vous le citer dans l'exposé. C'est ce qu'elle m'a dit, en tout cas. Donc, je me réjouis. Donc, Sandrine, je vous laisse la parole et j'attends vos questions avec grand plaisir. Merci. Voilà, au lieu de refaire un vocal, il m'a dit juste de vous préciser qu'il était vraiment désolé d'avoir pas pu être présent pour pouvoir faire l'interview l'un à côté de l'autre.
il avait plus le temps de me faire un vocal, il devait partir en mission. Il me l'a juste écrit en vitesse. Et puis il m'a dit de vous le dire, voilà, qu'il était désolé parce qu'il l'a pas dit dans la présentation, mais il me l'a dit ce soir, malgré qu'il devait partir en mission aussi. Mais il a juste eu le temps de me le dire, qu'il était désolé de pas avoir pu être présent là pour faire l'interview, même s'il doit être cagoulé. Obligation oblige, c'est comme ça. Métier oblige, je veux dire. Voilà, et puis je vous en fais part, voilà. Alors. Est-ce que tireur d'élite est un métier difficile? Il s'agit de la première question, j'ai juste oublié de le dire, là je me rappelle. Première question. Après à la suite, je l'ai dit. Sandrine, pour répondre à votre question numéro 1, oui, tireur d'élite est effectivement un métier difficile. C'est un métier surtout de précision, de tir de précision. Et puis, quand il y a aussi des victimes à déplorer, c'est pas évident, et tout. Et puis, on est beaucoup plus appelé que les gens ne peuvent le croire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne passent pas dans les journaux, qui restent anonymes, parce que les gens ne veulent pas passer dans le journal. Quand il y a des prises d'otages familiales dans des magasins, beaucoup dans les magasins ça passe pas tout le temps, ou dans les banques, ou carrément des attentats, des alertes attentats. Voilà, donc oui, tireur d'élite est un métier difficile, surtout au début quand je suis en formation. Mais même une fois qu'on l'est, et maintenant j'ai 10 ans d'expérience bientôt, ça reste difficile, il faut vraiment être aguerri et être vraiment très très concentré pour tirer sur la cible que l'on doit viser. Parce que la cible, n'oublie pas, elle bouge, c'est pas une poupée immobile qui est dans le champ. C'est ça qui est très difficile. Il ne faut pas la manquer, surtout quand il faut l'exterminer, quand la personne ne veut pas se mettre à terre. C'est très difficile et en général, les tireurs d'élite, ils sont appelés pour en général exterminer les personnes parce qu'elles ont été beaucoup trop méchantes et que c'est beaucoup trop grave. Sinon, c'est la police normale qui va et qui donne un coup de pistolet dans une jambe. Ça, on le fait de temps en temps, mais c'est très très rare. Voilà, donc oui, c'est un métier très difficile, même je dirais. Voilà. Ah. Oups. Question numéro 2. Est-ce que parfois vous avez peur lors des interventions? Alors, la question numéro 2. Oui, évidemment, on a tous peur déjà avant d'arriver sur le lieu d'intervention. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et puis, une fois qu'on y est, suivant comment les choses tournent, oui, ça peut être effrayant, ça peut faire peur. Parce que surtout quand on entend le terroriste ou le preneur d'otage tirer sur la victime, oui, on a peur. On a peur qu'elle soit décédée ou très gravement blessée. Donc oui, c'est quand même un métier qui
regarder et continuer mon job. Mais oublier, non, j'arriverai jamais. Mais j'arriverai à continuer à vivre et pas en faire une dépression. Effectivement, oui, il y a des interventions qui sont effrayantes, suivant ce qu'il peut y avoir. Effectivement, bien sûr. Donc j'ajoute juste que c'est sa vraie voix, hein. Il n'a pas modifié sa voix, il a osé prendre sa vraie voix, hein. Voilà. Alors, question numéro 3. Est-ce que parfois vous êtes triste lorsqu'il y a des victimes à déplorer? Alors oui, effectivement, bien sûr, comme tous mes hommes, nous sommes tristes lorsqu'il y a des victimes à déplorer lors d'interventions. C'est évident. On a même des fois les larmes aux yeux sur les lieux du drame. Mais après, il s'écoule une bonne nuit, 2 bonnes nuits, 3 bonnes nuits, et ensuite on relativise, comme je te dis avant, pour la peur. Oh, excuse, je vous voyez, tutoyer, alors que je ne dois pas vous voyez, pardon. Comme je vous ai dit avant, pour la peur. Mais c'est clair que, bien sûr, oui, on est triste, c'est clair, on est triste. On est triste et on se dit peut-être qu'on aurait pu faire mieux, peut-être qu'on aurait pu faire comme ça, peut-être que si on était arrivé plus vite, on aurait pu agir plus vite. Voilà. Bon, après, parfois, on arrive. Peut-être qu'ils ont déjà été tués même avant que l'alerte ait été lancée, d'après les autopsies. Donc voilà, mais c'est clair que nous sommes tristes. Mais on doit ravaler notre tristesse au bout de quelques jours et aller de l'avant et continuer. Voilà. Est-ce que vous avez perdu des hommes au combat? Donc il s'agit de la question 4, j'ai oublié de le dire, hein, de la question. Oui, malheureusement, Sandrine, nous avons déjà perdu des hommes au combat, ce qui est presque impossible que ça n'arrive pas dans n'importe quelle barricade, caserne de pompiers ou comme ça. On a perdu des hommes au combat, voilà, dans différentes situations. Même accidentellement, ils n'ont pas été tués forcément par le terroriste ou le preneur d'otage, mais tout simplement jetés d'un toit, enfin simplement, oui, on s'est compris, et ils sont tombés d'un toit, bêtement tombés d'un toit, et ils se sont tués. Ou alors des blessés graves aussi, ça arrive aussi, bien quelquefois par année. Mais des hommes au combat, oui, effectivement, il y en a déjà eu, quand même, à la brigade de l'élément du canton du Jura, depuis 1980, il y a déjà eu 22 hommes morts au combat. C'est quand même encore dans la norme. Ça peut paraître énormissime, mais c'est dans la norme. Voilà, c'est très triste. Et ils ont tous, il y a un mur où ils ont tous une photo avec un texte hommage au-dessus de leur tête, date de naissance, date de décès. Donc voilà. J'ai mis une petite bougie, bon, j'allume toujours des bougies, mais je l'ai mise comme petit hommage pour ces personnes qui sont décédées au combat. Alors, question 5, si jamais je ne le précise pas dans la question. Est-ce que vous avez déjà eu des tireurs ripoux ou corrompus? Ben voilà, j'ai bien fait de le dire que je n'avais pas précisé.
devenir comme ça, quoi. Voilà. Vous pouvez continuer les questions. Oui, il voulait dire. Donc, juste, j'ai pas bien compris. Donc, 4 ripoux, c'est juste en 5 ans. Mais en fait, il voulait dire entre 4 ou 5. Entre 5 ou 4. Mais lui, il a dit, au lieu de dire 4 ou 5, il a dit 5 ou 4. Puis, on croirait qu'il dit entre 54 époux, c'est très peu. En fait, il voulait dire sur 5 époux, c'est très peu. Un truc dans le genre. Ben, je remets sa réponse. Si je l'ai. Voilà. Je m'excuse, Sandrine, j'ai fait juste une petite erreur à la question 6. Donc j'ai commencé en France. Ah non, c'est pas ça. Excusez-moi, je vous ai dit qu'il y aurait des erreurs. Ça doit être ça, attendez. Question numéro 6. Est-ce que vous pratiquez sanitaire et médecin urgentiste en plus de tireur d'élite? Non, alors attendez. Alors oui, 4 ripoux en 5 ans, Sandrine. Voilà, c'était ça. Excusez-moi. Hein. Question numéro 6. Est-ce que vous pratiquez sanitaire et médecin urgentiste en plus de tireur d'élite? Excusez-moi pour ma foi, c'était pas trop coordonné, mais bon, vous avez compris. Hein. Coordonné, pardon. Je m'excuse, Sandrine, j'ai fait juste une petite erreur. J'ai remis play. Elle est où la réponse à la question 6? Ah, là, voilà. Alors oui, je pratique effectivement sanitaire et médecin urgentiste en plus de tireur d'élite. Et médecin urgentiste, c'est beaucoup plus élevé que médecin urgentiste dans un hôpital, bien qu'ils soient très doués dans un hôpital. Mais c'est une formation, en tout cas en Suisse, sur 10 ans, que j'avais d'abord commencé en France. Ensuite, je suis venu en Suisse, et que j'ai continué en France. Et j'ai eu mon diplôme au bout de 10 ans de médecin urgentiste. Mais attention, bien sûr, dans l'armée. Voilà. Parce que ce sont des missions de guerre, il ne faut pas l'oublier, et c'est très difficile à maîtriser et tout. Voilà. Donc je suis fier et j'adore mes 3 professions, en fait, sanitaire, médecin urgentiste et tireur d'élite. Voilà. Là, il a fait une petite erreur, donc il va vous faire la correction. Je m'excuse, Sandrine, j'ai fait juste une petite erreur à la question 6. Donc j'ai commencé en France médecin urgentiste, que j'ai poursuivi en Suisse et que j'ai terminé en Suisse et non en France. Pardon, je m'excuse, hein, je voulais juste me reprendre. Excusez-moi pour cette bévue. Voilà. Voilà, parce qu'effectivement, il avait dit qu'il avait terminé ses études en France. Effectivement, bon, il travaillait à la BRI à Paris. Voilà, je vous le dis juste comme ça. Il m'a dit que j'osais vous le dire parce qu'il ne l'a pas précisé et je lui ai demandé juste avant, il m'a dit oui que j'osais vous le dire. Donc il a travaillé durant 4 ans à la BRI à Paris et maintenant ça fait 9 ans et demi qu'il est ici en Suisse. Alors, question numéro 7. Est-ce que vous avez déjà sauvé beaucoup de vies lors de prises d'otages ou toutes autres interventions graves? Alors oui, j'ai eu la chance de sauver pas mal de vies.
moins bien, mais qui sont musulmans et tout. Donc oui, effectivement, et je suis très fier de moi. Mais je ne suis pas le seul, il y a aussi des collègues qui sont médecins urgentistes, qui ont sauvé aussi des vies. Voilà, donc c'est une fierté extrêmement importante pour le tireur d'élite, de pouvoir sauver des vies sur les lieux. Enfin, ça peut arriver que sur les lieux, mais quand il y a des drames comme ça, bon, voilà. Question 8. Est-ce que l'un de vos hommes tireurs a déjà commis des erreurs lors de missions? Alors oui, effectivement, ça c'est sûr, il y a déjà des hommes qui ont commis des erreurs. Après, il y a erreur et erreur, parce que personne n'est infaillible et les gens peuvent commettre des erreurs, comme tout le monde. Mais après, j'ai eu deux, trois hommes tireurs qui ont tiré un peu n'importe où et qui ont carrément blessé un de mes hommes. Vu que je suis chef, donc je dis un de mes hommes. Donc ça, je n'ai pas laissé passer. Ensuite, il y a un autre qui a commis une grosse erreur, c'est d'avoir... qu'est-ce qu'il avait fait, celui-ci? Oui, de tirer, ouais, j'appelle ça une erreur, de tirer n'importe comment. Il fallait vraiment qu'il fasse de l'entraînement, celui-ci, qui tirait vraiment n'importe comment. Il tirait même s'il n'y avait rien. Et je lui demandais, mais pourquoi tu fais ça? Il me répondait, ça m'amuse. Je lui avais tout de suite dit, maintenant, tu arrêtes tout de suite ton commerce. Et voilà. Mais ça, c'est une erreur professionnelle. On n'a pas le droit de tirer s'il n'y a pas la cible devant. Donc, des gens d'erreurs comme ça. Voilà. Heureusement, pas trop. Mais voilà. Après, il y a des erreurs minimes, comme tout le monde peut faire. Personne n'est infaillible, comme je vous ai dit avant. Voilà. Je crois qu'il vous le dit en se présentant, il est chef des hommes, donc des tireurs d'élite. Hein, c'est lui le chef des tireurs d'élite. Après, voilà. Je sais pas si c'est comme ça. Ouais, c'est un petit peu différent en France. Dans les autres pays aussi, bien sûr. Question 9. Est-ce qu'il y a du favoritisme et ou du copinage dans votre brigade? Alors non, Sabrina, nous avons énormément de chance. On est une brigade extrêmement bien fondée. Nous sommes des frères. C'est une fraternité dans cette brigade. Et il n'y a absolument pas de favoritisme ni de copinage. Et c'est une chance inouïe. Mais en principe, le 98% des brigades ou des casernes de pompiers, des choses, des services qui aident la population. Il n'y a pas de favoritisme ou de copinage. Voilà, je voulais juste vous rajouter ce petit mot-là. Donc non, c'est vraiment super, une ambiance super excellente, quoi. Voilà, c'est toujours le plaisir d'aller au boulot, quoi. Vraiment super, quoi. Je suis contente pour lui, sans boulot. 10e et dernière question. Combien de tireurs êtes-vous dans la brigade approximativement? Alors, pour répondre à votre question, Sandrine, nous sommes très exactement, actuellement, 291 tireurs d'élite pour le canton de Jura. Ce qui est bien assez, mais un peu de plus ne manquerait pas. Mais c'est bien. Moins,
ça serait quand même dangereux parce que il suffit qu'il y ait un truc énormissime en grave, et bien je peux vous dire que il en faut des hommes. Donc c'est un chiffre bien, mais un peu plus ne manquerait pas. Donc nous recrutons toujours pour le moment. Nous devrions avoir environ quand même 330 hommes environ. Voilà, Sandrine, pour cette dernière question. Excusez-moi, Sandrine, avec la fatigue et le boulot que j'ai eu ces derniers jours, témoin une mission, j'ai dit énormément grave au lieu de énormément grave. Donc voilà, je préférais me reprendre, pas que le public, pour votre vidéo, pardon, YouTube, les gens se disent mais comment est-ce qu'il parle lui? Voilà, donc ça c'est une erreur de fatigue typique. Voilà. C'est une fatigue dont nous sommes habitués, les tireurs. Et il faut se planter dans les termes. Et on le sait après coup, et ça nous va tout de suite, ça nous tape à l'œil. Et voilà, je préférais quand même que vous me refassiez enregistrer pour corriger cette erreur. Merci Sandrine. Effectivement, c'est clair, il y a beaucoup de missions, même des fois des fausses alertes, ils doivent se déplacer et tout. Et c'est clair qu'il s'est planté dans le mot, quoi. Et il m'a tout de suite téléphoné, il me dit non, mais il faut que je te refasse un vocal, il faut absolument que je te dise non, je veux que tu te repasses comme quoi je me suis plantée dans le terme. Et j'ai dit ouais, t'as raison, c'est vrai. Voilà. Mais pas de souci, Pascal, pour l'erreur finale, je peux comprendre. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir répondu si gentiment et si précisément à mes 10 questions, à mon interview. Les gens seront vraiment beaucoup satisfaits parce que vous avez répondu avec beaucoup de courage et surtout vous avez développé vos réponses. Et ça, c'est très bien. Vous n'avez pas juste dit oui ou non. Vous avez vraiment su vous justifier dans vos réponses et ça, je trouve très important. Donc, je vais pas vous retenir plus longtemps, Pascal, parce que je sais que là, vous devez partir au travail, parce que là, nous sommes l'après-midi. En l'occurrence, ma vidéo, elle est en train d'être faite le soir, mais là, nous sommes en plein après-midi. Donc, je vous remercie infiniment, Pascal, et je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous, faites attention à vous, et encore une fois, mille merci, et merci à votre sergent, à votre commandant et à votre état-major. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir. Voilà, en fait, il était déjà au boulot, ce que je ne savais pas. Et en fait, j'ai juste eu le temps de finir de lui poser les questions. Bon, c'était un peu aléatoire, hein. Il a répondu à certaines questions plus tard parce qu'il a dû aller en mission entre. Mais ça s'est déroulé sur toute l'après-midi d'aujourd'hui. Voilà. Et... Mais de rien, Sandrine, ce fut un grand plaisir de répondre à vos 10 questions. Eh bien, si j'ai répondu avec autant de justification et de développement en réponse, je trouve ça normal. Parce que sinon, c'est pas vraiment une interview si on dit juste oui ou non. Donc j'ai eu un énorme plaisir de répondre à vos questions. Et puis je voulais juste moi aussi vous dire que vos questions ont été vraiment très bien préparées. Elles étaient vraiment très bien conçues et variées. Et surtout très intéressantes. Voilà, et ben justement j'espère que le public de ceux qui regarderont la vidéo YouTube auront plaisir à écouter mes réponses de cette interview. Donc merci de saluer mes hommes
ils en feront pareil, hein, je les connais. Vous les connaissez aussi, vous savez qu'ils en feront de même. Et je vous dis à bientôt, Sandrine, au plaisir. Et franchement, ce fut un grand plaisir. Allez, au revoir, Sandrine. Bonne fin d'après-midi, au revoir. Donc bien sûr, il dit que je les connais aussi, mais bien sûr pas tous. Je connais ses... Attendez, j'ai un juste. Je connais ses 3 supérieurs. Son sergent, commandant et état-major. Et quelques-uns de ses autres tireurs qui sont amis avec lui. Et puis avant le Covid, on allait boire des verres de temps en temps. Voilà, c'est tout, j'en connais une dizaine, pas plus. Voilà, et vous voulez pas tout préciser ça, ce qui est normal. Donc voilà, en tout cas, super interview. En tout cas, moi, je suis fière de mes questions. J'espère que vous le serez aussi. Et je suis fière des réponses de Pascal. Voilà, alors les prochains sujets, vous les savez. Donc celui-là, je vais pouvoir le cocher. Alors, ici, je vais pouvoir mettre cette ligne-là. Je vous redirai pour... je vais marquer redire pour le SWAT, hein, là, si c'est vraiment arrivé ou si c'est un film, parce que c'est un peu bizarre, mais bon, au moins ça explique quand même comment ça peut se passer. C'est un peu même comme ça aux États-Unis, quand il y a des braquages, ils braquent carrément des fourgons, tandis qu'en Suisse ça arrive beaucoup moins ça, et en France aussi, en tout cas ce que je sache. Voilà quoi, mais je vais juste vous dire si c'était un film ou c'était tiré de la réalité refait en film, ou c'était la réalité, mais qu'ils ont dit le film se termine pour dire le film, l'histoire. Ils ont peut-être mis le film, ils ont peut-être cliqué synonyme quand j'ai cherché sur internet et puis ça a mis le film, j'en sais rien du tout. Donc je vous dirai. Donc là, voilà. Donc ça a été fait. Partie 2, hein, bon. Et donc c'est terminé pour les sujets des tireurs d'élite, hein, on en a fini. Pour la semaine prochaine, ça sera sur les ondes néfastes des Natel, le 18 mai, ça vous savez. Le 25 mai, ça sera les bienfaits des médicaments homéopathiques. Et je pense que je vais aussi mettre effets secondaires éventuels. Mais à ce que je sache, il n'y en a pas tant que ça. Là, ça c'est pour le 25 mai. Le 1er juin, alors voilà, ça je vous ai... Oui, si je vous l'ai déjà dit, vidéo sur le drame de Sierre. Engendrant la mort de 28 morts, dont 22 enfants, avec témoignages de rescapés devenus jeunes adultes. Oui, je passerai juste des petits bouts avec mon téléphone portable que je filmerai ici devant la caméra pour vous montrer comme ça, mais pas tout, juste des petits passages. Sinon, ce sera de nouveau une vidéo YouTube qui n'en finira plus, un sujet à moi qui n'en finira plus. Voilà. Ensuite, le 8 juin, ça, je vous ai pas dit, ça sera les océans. Et puis le 15 juin, ça sera sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais alors, bien sûr, très rapetissi, hein, le sujet très résumé en vrac. Et même si beaucoup connaissent, j'ai envie de faire un exposé sur ça, voilà. Peut-être que je vais changer, l'idée m'est venue, peut-être que je vais changer. Peut-être, c'est tellement connu, peut-être sur la guerre froide. Vous en pensez quoi, la guerre froide, hein? Ouais. Exposé sur la guerre froide. Oui, je crois que c'est mieux.
Parce que la Deuxième Guerre mondiale, c'est tellement connu qu'il y aura tellement de choses pour rapetisser ça et raccourcir ça en mettant un petit bloc. Ça va pas être évident et les gens connaissent et vont pas vraiment forcément cliquer, peut-être oui. Mais je vais déjà voir si la guerre froide a du succès et on verra par la suite si je fais sur la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc je vous ai dit les 2 nouveaux sujets. Donc la suite des autres sujets, non, je vous dis pas. Donc ça serait le 15 juin. Et le prochain sujet à vous dire, c'est le 22 juin. Voilà. Je sais pas si je vous avais déjà dit sur les océans. Bon, je vous dis le 22 juin exceptionnellement puisque j'ai un blanc. Ça sera exposé sur les 10 crashs d'avions les plus graves de toute l'histoire. Voilà. Je sais qu'il y en a plein sur Internet, mais c'est pas grave. J'ai envie de faire le thème, moi aussi, à ma façon. Et voilà. Donc, on y va comme ça. Mais sur ça, mes amis, mes abonnés, ça fait déjà 1h07 que ça tourne. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Vous êtes adorables. Et moi, j'allais me coucher, il est minuit 20. Ça a duré assez long. Pour certains, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit. Je vous adore. Je vous embrasse. À la semaine prochaine pour le prochain sujet. Je me réjouis. Au plaisir et merci de m'avoir écouté. Adios, amigos. Je vous aime fort. Bisous, bisous, bye bye.